On a appris vendredi dernier le décès du Doc Mayou. Le Doc Mayou qui était une institution, un monument au Québec, aimé, pas aimé. Il était apprécié par une partie importante de la population, décrié par l'autre, mais n'empêche qu'en disparaissant, ça laisse un grand trou parce que des commentateurs de cette nature-là, il n'y en a pas des millions au Québec. Alors, on va parler de ça avec des gens qui l'ont côtoyé, qui le connaissent bien. Régent Tremblay et José Arsenault qui animaient un podcast avec lui. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Régent, je vais commencer avec toi parce que je pense que tu lui as parlé pas longtemps avant son décès, là. Je lui ai parlé jeudi vers 4 heures. J'avais parlé à Éric, son fils. Puis, à un moment donné, le téléphone a sonné. Puis ça m'a fait drôle parce que c'était marqué Pierre Mayou. Et c'était Marilyn, sa conjointe. Elle a dit Pierre aimerait ça te parler. Mais c'était la première fois en un mois. José aussi, je pense. On n'y a pas parlé dans le dernier mois. Non, Il n'a pas parlé à personne. Et là, il a répondu, mais d'une voix, en tout cas, si jamais je dirige un scénario, je pourrais dire que je sais c'est quoi la voix d'un mourant. C'est très doux, fait. Puis j'ai dit, Pierre, j'ai dit demain, je vais écrire que t'es parti comme tu avais mené ta vie, selon ta volonté, selon tes convictions, à l'heure que tu voulais. Et il m'a dit, t'écriras ce que tu voudras. Bon, comme d'habitude, t'écriras ce que tu voudras. Après ça, Christophe, c'est un homme, moi, que probablement la personne qui me connaît le plus intimement sur la planète. Quand tu fais une psychanalyse de plus de 3 ans avec quelqu'un 6 heures par semaine, d'après toi, y a-tu des secrets que j'ai jamais conté à personne d'autre? Et donc, je lui ai dit, je t'aime bien. Là, il dit, c'est assez évident. C'est du quelqu'un Mayou. Bonsoir. Laisse faire le sentimentalisme. Et ça arrêtait. C'est les derniers mots que j'ai eus. Là, ben, tu sais ce que ça me fait drôle, Denis? On est assez vieux, nous, contrairement à José, pour avoir été élevé un peu dans la religion catholique. Hein? Et on a appris que je viendrai te chercher comme un voleur. Tu comprends? Mm-hmm. En disant que la mort, que ça arriverait, que personne ne saurait. Et là, comme journaliste, j'ai appelé à BPM Sport, j'ai dit, écoutez, je vais vous écrire un texte, vous allez le mettre en ligne à 11h29. Mais là, tu écris sur quelqu'un qui est mort, qui est vivant, mais en sachant qu'il va mourir à 11h. Ben oui. J'ai trouvé ça weirdo. J'ai trouvé ça étrange. Le texte que j'ai écrit qui disait l'affection et tout ça, mais il est encore vivant, mais tu sais qu'à 11h, c'est prévu. Puis que il avait décidé. C'est ça, c'était sa décision. José, tu le savais depuis un petit bout de temps qu'il était malade, mais pas tant que ça, parce que tu m'as appelé à un moment donné, tu m'as dit, écoute, le doc est à l'hôpital, on ne sait pas trop ce qu'il y a, et c'est pas nécessairement facile. Peut-être que tu pourrais venir me donner un coup de main au podcast, en fait, je ne pouvais pas, là, mais tu ne pensais pas qu'elle allait mourir. Nous, le 14 décembre, ça a été notre dernière émission sur notre podcast. Puis, le 14 décembre, moi, c'était la première fois parce qu'on avait 2 blocs dans nos podcasts. On avait le 9h30, c'était son coup de gueule où il se gâtait à vraiment parler de l'actualité à sa façon. Puis, à 10h30, là, c'était mode écoute. C'était plus, on écoutait les auditeurs, les membres, plus style psychanalyse. Puis, c'était la première fois qu'à 9h30, je l'arrêtais genre 7 minutes après. J'ai dit, OK, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va vous laisser le temps de reprendre un peu votre souffle. Je sentais qu'il y avait de quoi dans sa voix, puis il toussait beaucoup dans les derniers mois même. Puis après ça, le jeudi, j'avais même écrit à mon équipe, tabarouette, il est donc bien calme, il ne chiale pas après personne, il est tout allé. Puis il était comme un peu plus lent. Puis ça, je l'avais écrit en temps réel à mon équipe. Puis le lendemain, puis le surlendemain, c'est là que j'ai su qu'il filait un petit peu moins. Puis là, j'ai su qu'il était rentré à l'hôpital. Puis c'est là que... Le dimanche. Ouais. Puis là, j'ai dit, là, on a annoncé, parce que nous, le doc, il ne voulait pas prendre de vacances jamais. Fait qu'on avait dit, même dans le temps des fêtes, on va travailler on va prendre de vacances juste le 25 décembre, puis le 1er janvier, puis le reste du temps des fêtes, on travaille tous les jours quand même. Fait que là, pour pas inquiéter nos membres,
Là, moi, j'ai dit, bon, on a décidé qu'on prenait un vrai temps des fêtes, des vraies vacances, on en a besoin. Fait que, tu sais, ça a comme bien passé. Mais là, le temps des fêtes se termine, puis il est encore à l'hôpital, puis ça va pas bien. Puis les nouvelles, c'est, il fait plus de fièvre, il va un petit peu mieux. Fait qu'on savait comme pas trop. Fait que là, c'est là que je me suis dit, OK, je vais tenir le fort en attendant son retour. Puis c'est là, entre autres, que je t'avais invité pour que tu puisses venir faire une émission avec moi. Puis là, ben, malheureusement, on a appris la nouvelle que ça ne s'améliorerait pas. Là, j'ai dû annoncer à nos membres que le Doc Mayou ne ferait plus partie du libre et sans tabou, du Patreon. Là, je savais comme pas quoi faire. Je le garde en vie, le Patreon, ou bien je l'arrête. Puis pendant tout ce temps-là, un peu comme Régent, moi, personnellement, c'est la première fois que je vis ça, qu'un proche de moi demande l'aide à mourir. C'est vraiment particulier. Puis, connaissant le doc, je suis tellement d'accord avec Régent que lui, il a mené sa vie comme il voulait, puis il a décidé de sa mort aussi. Puis je trouvais ça réconfortant. Je trouvais que c'était comme à son image. Il était en contrôle tout le long, en fait, de sa destinée. Là, tu sais, Ah non, mais Puis, en plus, José, samedi soir à Québec, le grand gala de boxe, ouais, Marilyn était là avec son frère. ouais. C'est le doc qui a dit, Arthur, faut que tu ailles, je veux que tu ailles encourager Arthur Beterbiev. Parce que le Beterbiev, c'était le favori du doc. Et pour te dire comment ça s'est passé, Denis, le promoteur Camille Estéphane, il a réservé le billet pour Marilyn et pour le frère de Marilyn, et il a refusé de mettre en vente le siège du doc. Et Dieu sait qu'elle est demande pour les billets ringside, là. Et ce qui fait que la chaise est restée vide toute la soirée. C'était la chaise du doc. Quand même spécial. Et ce que j'ai compris, c'est que tu me parlais tantôt de psychanalyse. Je pense que je t'ai entendu à quelque part raconter que pour le payer sa psychanalyse, c'est 300 piastres de l'heure, c'est une psychanalyse. Il t'avait Il était rendu demandé... à 400 piastres, Denis. il était rendu à 400 piastres en plus. Moi, dans mon temps, c'était 300. OK. Mais quand même, il t'avait demandé d'être payé autrement. Raconte-nous ça, là. Comment tu le rétribuais, là? Ben, le doc, tu sais, moi, n'oublie pas que commencer une psychanalyse à 66, 37 ans, j'ai été d'ailleurs son plus vieux patient en psychanalyse. Mais il dit, je te prends parce que tu as une mémoire, je veux dire, phénoménale, ça se voit pas. Puis en plus, comme auteur, la créativité t'a habitué à aller en introspection. Fait que, il dit, on va voir, ouais. Et là, j'ai fait la première journée chez lui, en personne. C'était la dernière fois que j'ai fait une heure de psychanalyse en personne. Je faisais ça la plupart du temps étendu sur mon sofa dans le bureau. Ou je l'ai fait, Denis, j'allais faire, il y avait une émission à TVA à 5h30, ou à TVA Sport, qui s'appelait L'Esprit d'équipe, mais ça allait dans le parking que tu connais bien, là, au troisième, au deuxième. Puis je faisais ma psychanalyse, ma session, avant d'entrer pour descendre au maquillage. Au téléphone. Je faisais ça de 4 à 5. Mais tu le payais en billets de boxe ou des choses du genre? Ah non, mais ce qu'il m'a donné, il dit, écoute, les gens, tu sais, on fait ça à 6 fois par semaine. Il dit, ça n'a pas de bon, je peux dire. Il dit, moi, te dire comment tu vas me payer. Il dit, j'adore la boxe, puis j'ai jamais été capable d'en voir. Il dit, tu vas m'amener partout. Dit, pas juste au Québec, là. Ailleurs. Ah non, il est venu à Vegas, il est venu à New York, il est venu à Verona, il est venu à Toronto, à Mississauga. À Mississauga, il est monté dans le ring avec ses béquilles parce que c'était pas compliqué pour aller poser avec Simon King qui venait de passer le knock-out à son adversaire. On avait voyagé en train. Puis le doc n'était pas sorteux, hein. Il disait qu'il n'était pas sortable. Oui, c'est vrai qu'il ne sortait pas beaucoup. Mais il venait de temps en temps me voir à TVA et c'était toujours un événement parce que généralement, on faisait les entrevues quand il était à Trois-Rivières. Quand il venait à TVA, ben là, il s'assoyait dans le bureau et on prenait la peine de jaser pas mal. Là, parce qu'on a fait des entrevues épiques ensemble, le doc et moi. Là. À la boxe, là, le doc, même moi, je couvre la boxe, mais à un moment donné, quand je trouve un combat, mettons, un 6 rondes deuxième combat de la soirée, là, si j'ai de quoi d'intéressant dans mes courriels, je vais lire mes courriels. Mais lui, le doc, c'était incroyable. Il s'installait au son de la cloche.
il regardait le positionnement des pieds, le transfert de poids. Il connaissait la boxe probablement plus que n'importe qui parce que lui, les 3 minutes, il était concentré à 100%. Et là, au son de la cloche, ça arrivait comme des bourdons. Là, pour des selfies puis des autographes. C'est C'était vrai, il gênant. attirait le monde, hein? Il attirait le monde. Ouais, Hein? ouais. C'était gênant pour les vedettes québécoises. Charles Lafortune, puis Sébastien Delorme, puis Julie Perrault dans le temps. Il amène n'importe qui. Ben, à part peut-être Céline Dion, là. Il allait voir le Ouais. doc avant d'aller voir les autres vedettes. Mais, Ben mais oui. Régent, Simon King aussi, je dévoile pas de secret parce qu'il en a parlé sur sa page Facebook. C'était son psychiatre de sport, là. Tu sais, Oui. fait que non seulement il connaissait le sport, mais il travaillait auprès des boxeurs aussi. Hey, Oui, comme Simon Keane a été un boxeur qui a été jusqu'à son dernier combat en Arabie, hyper stressé dans les 2 premiers rounds, 2, 3 premiers rounds. Et Simon King, les 2, 3 premiers rounds, c'est quasiment la traversée d'un océan avant de pouvoir dire qu'il relaxait puis qu'il pouvait. mais est-ce que le doc l'a aidé? Oui, Ouais. mais c'est un travail de longue. Et mais ça devient, là, on rentre dans les secrets professionnels que je ne connais pas parce que le doc, c'est compartimenté, ça. Oui, oui, ça c'est vrai. Moi, j'ai déjà fait affaire avec lui, parce qu'on va parler de son côté psychiatre, là. Ben, moi, j'avais confiance en lui comme psychiatre. Je l'avais vu évoluer, là, même avant de le connaître, là, dans le procès de Denis Lortie. Puis j'écoutais à la radio en masse là, quand j'étais au Saguenay. Et un jour, ma mère faisait de l'Alzheimer. Et on n'était pas capable de trouver pourquoi elle était aussi angoissée que ça. Alors, tu avais des gériatres qui étaient autour d'elle, qui lui donnaient toutes sortes de médicaments, puis ça ne faisait rien. Elle était là, elle faisait de la démence, mais elle était encore là, mais elle faisait beaucoup d'angoisse. Je l'ai amenée chez le doc, je l'ai appelé, je lui ai dit, pourriez-vous l'évaluer? On est allé 2 fois à Trois-Rivières. Il lui a parlé tout seul. Moi, je n'étais pas là. Il restait avec elle pendant 1 heure et demie. Et il m'a dit, écoute, on va donner telle dose de tel médicament. Je suis arrivé à la pharmacie, ils m'ont dit, hey, c'est une grosse dose. Ben, j'ai dit, c'est la dose qui est prescrite. Tu sais que son histoire des superdoses, des surdoses, j'ai eu de la Oui, misère avec le Collège des médecins à cause de ça. Ben, oui. on a donné cette dose-là à ma mère et 2 mois après, elle était pratiquement plus angoissée. Ça avait fonctionné. Alors, tu sais, je Wow. veux dire, les gens qui disent que le doc, là, tu sais, c'était un showman, oui, c'est vrai, c'est un showman. Puis il y a eu beaucoup le Collège des médecins dans le derrière à cause du fait qu'il donnait un show à radio plus que pour son acte de psychiatre, là, j'ai l'impression. Ah Mais ouais, mais Denis, à d'ailleurs, travers tout ce qu'il a vécu, là, il n'y a jamais eu une plainte de ses patients ou des proches, de la famille de ses patients. Puis ça, il s'en faisait une fierté de le dire, là. Ça en dit beaucoup. Ses propres patients l'aimaient beaucoup. J'en ai eu de ces patients en entrevue. Tu te souviens, il a été radié quelquefois, là, puis une fois, il n'a pas le droit de les voir. Et des patients qui m'appellent puis qui disent, écoute, ça n'a pas de bon sens, là, ils nous ont diminué nos doses parce que le doc donnait des surdoses et les autres médecins ne faisaient pas ça. Et on est en train d'imploser, ça n'a pas de bon sens. J'ai fait venir 4 patients, puis c'était pas organisé, puis le doc n'avait pas d'affaire là-dedans. J'ai fait venir 4 patients qui sont venus témoigner à la télévision qu'il était en train d'imploser il y littéralement a eu, parce qu'il n'y pendant, avait plus les surdoses du doc. Denis, pendant une de ces radiations, il y a eu au moins un suicide. Oui. Ouais, ouais, ouais. Mais Sais-tu quand quoi, même, le pire, là? C'est que dans une de ces radiations pour les mégadoses, 3 mois après, ils ont réalisé que tous les psychiatres qui avaient pris les patients du doc étaient revenus à la posologie du doc. D'ailleurs, maintenant, pour les cas graves que le doc employait à la mégadose, c'est ça qui se passe. ben, il m'avait expliqué que les mégadoses, là, c'était enseigné en Angleterre. Puis au Québec, c'était pas le précepte qui était enseigné à l'université, mais c'est comme ça que ça fonctionnait en Angleterre, et pour ça, Et le ça Collège du fonctionnait bien. médecin, oui, exactement, le Collège du médecin râlait à cause de ça. Mais quand même, vous avez vu les réactions à son décès, il y a des gens qui l'ont apprécié, puis il y en a d'autres qui disent, ben, c'est bien qu'il meurt, puis il y en a même, j'irai cracher sur sa tombe, ça n'a pas d'allure, il disait Ah. n'importe quoi, il était raciste. Et ces déclarations ont fait en sorte qu'il y a des gens qui n'étaient pas capables de pleurer, là, quand même. Là. Bon, oui, mais ça, tu sais, la déclaration réelle qu'il a dite, à tout le monde en parle, c'était des études de l'Université de Montréal prouvent que la moyenne de quotient intellectuel des Noirs aux États-Unis est plus basse que la moyenne de 100.
C'est maintenant, euh, tu sais, j'avais jasé avec lui là-dessus parce que moi, soit dit en passant, son avocat, c'est un Haïtien. Il se tenait avec Jean Pascal, avec Adonis Stevenson, avec Max Gros-Louis. Le gars n'a jamais été raciste pour Saint-Saëns. Et son explication, c'était, si tu vas dans une ville, mettons comme Atlanta, Birmingham, des villes, là, Houston, les Blancs, les enfants des Blancs vont dans des bonnes écoles, ils ont accès à des livres, ils ont accès à une éducation haut de gamme. L'éducation. Et souvent, l'enfant noir, malheureusement, dans les ghettos, n'a pas de livre, pas de lecture, et souvent dans un milieu de dos, tu sais, la stimulation est très différente. Mais évidemment que quand c'est arrivé à tout le monde en parle, le conjoint de Missou est noir. Dan Bigra était là, son père s'est suicidé, c'était psychiatre. Tu mets tout ça ensemble, là, ça s'appelle un dîner de cons. Tu fais venir quelqu'un pour être sûr que tu vas le poivrer. Mais quand même. Et moi, j'ajouterais sur le côté raciste, là, dans notre Patreon, nous, s'il y en a là, qui sont membres et qui regardent le podcast présentement, vont se reconnaître, là, on a des Haïtiens, on a des gens de différentes communautés culturelles, puis nous, depuis qu'il est décédé, qu'on fait des hommages là, dans nos podcasts, puis ils ont tout appelé, là. Puis eux autres même le mentionnaient pour tous ceux qui pensaient qu'ils étaient racistes. Moi, il est devenu un mentor, puis c'est celui qui nous a permis de nous exprimer sur notre communauté. Ça vient d'eux, là. Non, mais des fois, il se tirait dans le pied parce qu'il y allait carré. Tu sais, quelle expression? Dans le pied. Oui, le pied, oui, c'est vrai, parce qu'il en reste un. Il faut l'expliquer. José, explique-le, parce que c'est pas tout le monde qui sait qu'il avait été amputé puis qui connaît les circonstances. Moi, il m'avait raconté ça quand il avait publié une biographie, comment il a perdu une jambe. Raconte-le rapidement, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, là. Ben, moi, ce que j'en sais, là, puis de ce qu'il racontait, parce qu'il n'en parlait pas tant de l'événement en tant que tel là, sur notre podcast, puis Régent, tu pourras me corriger, mais il était en voiture, puis à un moment donné, quelqu'un en avant de lui, comme manqué d'essence, il est arrêté pour l'aider, puis il y a quelqu'un qui est passé, qui a arraché la jambe en auto. Absolument. Une madame qui avait de la misère à changer son pneu. C'est pour aider quelqu'un. Il a perdu sa jambe en aidant quelqu'un. Exactement. Il a arraché la jambe. Ouais. Une jambe coupée chirurgicalement, ils font un job, c'est écœurant à dire, mais ils font un job propre qui permet après ça d'avoir une prothèse. Puis regarde, M. Lucien Bouchard, c'est un bel exemple. Mais le doc, lui, la jambe a été arrachée, littéralement. Ouais. D'ailleurs, sans rentrer dans les détails, mais le scrotum était arraché en partie aussi. Ah ouais. C'était une moyenne blessure. Puis il a souffert le martyre à l'hôpital, lui. C'était pas une affaire là, facile. Et même encore, pas Denis, mais Régent, même dans les dernières années, tu sais, c'est pas des béquilles qu'il y avait, là, mais il y avait comme des aides pour l'aider à marcher. Puis c'était rare qu'il mettait sa prothèse parce que sa prothèse le blessait. Ouais. Oui, pas plus que 2 heures par jour. C'est ça. Mais revenons-en à la contestation du personnage, là, parce que quand il est décédé, moi j'ai participé à une couple d'émissions, puis il y a quelqu'un, une femme qui disait « Ouais, mais il était misogyne, là, puis il chialait contre le matriarcat. » Toi, tu as assisté José, tu as vu un tas d'émissions en étant à côté de lui. Lui, c'était contre la gestion féminine, c'était contre les mauvaises mères, c'était... Tu sais, lui, il se faisait un malin plaisir, là, exemple, le système d'éducation, ça ne fonctionne pas, c'est des enseignantes qui sont là à regarder. Fait que, tu sais, il était... puis, il a parfois raison quand même, on va se le dire, là, puis je suis une femme, je suis capable de le mentionner, mais d'un autre côté, moi, je disais toujours qu'avant que les femmes arrivent sur le marché du travail, puis dans les ministères, puis c'était beaucoup des hommes qui étaient là, puis ça allait pas mieux non plus. Excuse-moi, José, mais ça marchait. Où que ça marchait? Avec les hommes. Quand ça? L'éducation, c'était extraordinaire. Avec les sœurs dans le temps. Hey, t'as trop côtoyé le Doc Mayou, t'as arrondi des coins, là. Non, c'est juste pour c'est pour voir comment est-ce que José réagit. OK, oui, réagis. Mais je peux comprendre, c'est drôle parce que ce matin, j'avais Janine Ross dans notre podcast. Fait que c'était comme, je me sentais comme la veuve qui parle à la première femme, tu sais. Co-animait avec lui, ouais. Ben oui, c'est ça exactement. Puis, c'est ça qu'on se disait. Lui, là, c'est possiblement celui qui a mis le mot génitrice populaire auprès des gens qui l'écoutaient, qui le regardaient avec nous aussi. Parce que
Ça se disait, mais surtout les génitrices, là, envers leur fils, envers leur fille. Puis c'est sûr que ces femmes-là, ils l'aiment pas, le Doc Mayou, puis qu'ils l'aimaient pas, parce qu'ils étaient capables de dire à la personne qui l'appelait, ben ta mère, là, elle n'a pas été une bonne mère. C'est pas une mère, elle n'était pas maternelle, c'est une génitrice. Fait que donc, c'est sûr que toutes ces mères-là, là, c'était pas les fans numéro 1 du Doc. Tu sais, quand tu te fais remettre ton caca dans le visage, c'est sûr que tu réagis face à ça. Et c'est ce qui a fait que... J'explique ça de cette façon-là. Là. C'est ce qui a fait que ça a fonctionné au début. Moi, j'écoutais à la radio au Saguenay parce qu'on rediffusait à Télémédia à ce moment-là. Et je me souviens, quand il a commencé, c'est qui ce gars-là? Et il prenait quelqu'un qui appelait, mettons, puis qui se plaignait, qui faisait de l'apitoiement, là, puis il a faisait parler pour être sûr que c'était pas objectivement un problème extraordinaire. Puis à un moment donné, il finissait en disant « Hey, arrêtez de vous plaindre, puis prenez votre vie en main. » Puis il te l'engueulait, tu sais. Puis nous autres, dans l'auto, quand on l'écoutait, on disait « Il a raison de le faire. » Tu sais, dans le fond, la madame est en train de s'apitoyer. Alors, il a construit son personnage là-dessus, mais à un moment donné, il est devenu très provocateur. Je me souviens, moi, à TQS, on fait une émission sur la fête des mères. Tu sais, la fête des mères, en principe, on aime tous nos mamans, puis on va jouer du violon, c'est la fête des mères. Et là, je fais une entrevue avec lui, il commence en disant « Les mères du Québec, c'est pas des bonnes mères. » Alors, il part, puis il te ramasse les mères. Il était franchement provocateur, puis il voulait, c'est ça qu'il voulait. Mais là, je lui pose la question, puis ça, on est en split screen, là, comme on est actuellement, c'est-à-dire qu'on divise l'écran en morceaux. Il est à la moitié de l'écran, moi, je suis à l'autre moitié de l'écran. Là, je le sors du personnage un peu. Je dis, Doc Mayou, pourquoi vous êtes si agressif que ça envers les femmes? C'est-tu à cause de votre mère? Elle était comment, votre mère? Et là, il y a un blanc, un silence de 1 seconde, 4 secondes, 8 secondes. On a fait 16 secondes de silence. Et moi, je me tordais les orteils, je disais, je ne parlerai pas le premier, tu vas parler avant. Puis finalement, il a fini par parler pour se trouver une façon de se défaire de ça. Mais je ne sais pas c'était quoi sa relation avec sa mère, mais je sais que c'était un peu la seule fois que je l'ai désarçonné pour la peine, parce que c'était impossible à désarçonner le doc, là. Oui, mais c'était moi, ce que je retiens, c'était surtout à quel point il admirait son père. Oui. C'était beaucoup d'admiration pour la stamina de son père qui a travaillé fort puis qui a donné le goût de faire de l'argent aussi. Le doc aimait beaucoup l'argent, puis en parler qu'on a le droit d'aimer ça, faire de l'argent aussi. Puis ça, c'est tabou dans notre société encore aujourd'hui. Puis moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est que par rapport à son père aussi, tu sais, le doc, il disait toujours votre conjointe ne vous appartient pas, votre conjoint ne vous appartient pas, vous avez votre propre intériorité aussi, puis tout ça. Mais il faisait pas juste de le dire dans le respect de l'autre. Moi, ça m'avait marqué qu'il a raconté dans notre émission, c'est très public, que son père, alors qu'il était avec sa mère encore, il était au Mexique. Puis, il avait rencontré une Mexicaine avec qui il avait fait un enfant. Et quand son père est décédé, le doc a payé quand son père est décédé, c'est le doc qui a payé. C'est un noir, l'enfant. Oui. C'est un noir, l'enfant, me semble-t-il. Un métissé. Un métissé. Mais c'est ça, sa mère était noire. Et pour te donner un exemple, Denis, juste avant de mourir, Marilyn, sa conjointe, était donc à la boxe. C'est le doc qui lui a dit, mais c'est ce qu'il lui a dit aussi. Il dit, mon vrai héritage, Marilyn, c'est toutes les gens que tu as connus, qui maintenant t'appartiennent. En voulant dire, c'est, elle a connu José, elle m'a connu, probablement qu'elle t'a connu, Denis, elle a connu des présidents, tu sais, à la boxe, à Ringside, là, il rencontrait des présidents, il rencontrait toutes sortes de monde. Ils disent, mon vrai héritage, c'est tous les gens que tu as connus au fil des années. Puis il a dit, demain, à la boxe, là, c'est le jour 1, maintenant, de ta vie. Et il ne croyait pas à la vie après la vie. Hein? Il était athée vraiment affirmé. Là. Il ne croyait pas à la pensée magique tout court. Non. Je suis parti, puis demain, Marilyn, c'est le jour 1 de ta vie. Non, de ta nouvelle vie. D'une autre vie. That's it. Non, rien de broyer pendant un an. C'est ça. D'ailleurs, je vais vous raconter de quoi de personnel. Ça m'aide à accepter le fait que je ne serai pas à ses funérailles parce qu'il fait des funérailles privées. J'ai été invitée à y aller. Puis j'ai justement dit à Marilyn, parce que là, moi, je suis en Floride, en tout cas. Fait que, elle dit, ben non, José. Elle dit, il est mort. Elle dit, il est mort. Fait que tu te déplaces, que tu te déplaces pas. Fait que, mais je connais tellement sa pensée profonde par rapport à ça
que je me sens bien quand même avec ça. Ouais. Hey, moi, là, c'est à peine si je suis allé au funérailles de mon père, parce que j'ai dit ça, je suis pas allé au funérailles d'Yvon Penneau, pas allé au funérailles de Guy Lafleur, pas allé, va pas là, j'ai dit ça. Sais-tu quoi? Moi, là, je lui dis. Mais quand même, c'est qu'il y a des gens qui veulent lui rendre hommage, mais il y en a qui ne veulent pas lui rendre hommage. Vous m'avez pas répondu tantôt quand j'ai dit que tu vas lire sur Internet, là, j'ai lu des choses. Vraiment, c'est d'une violence. Ouais, c'est Internet, violent, là. Mais, ouais, je comprends qu'Internet, c'est Internet. Mais je veux dire, il y a des non, gens Internet, quand même non, qui laïssaient. c'est les égouts. C'est les égouts de l'âme. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il y a des gens qui laïssaient quand même. Oui, mais Denis, il y a du monde. Il y a des gens qui taillissent. Ben, c'est ça que j'allais dire. Mais eux autres s'expriment. Ils se sont exprimés la journée de son décès. Mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Régent, il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, juste parce que je travaille avec, il y en a qui m'haïssent. Juste parce que je pensais pas comme lui, il y en a qui m'haïssent. Juste parce que je pensais comme lui, il y en a qui m'haïssent. Tu sais, on ne peut pas faire l'unanimité, là. Denis, c'est vrai pour toi. À mon mariage avec les Joe, il fallait limiter le nombre d'invités parce que je disais ça à Julie, je disais, écoute, si on invite le monde qui m'aime, on va remplir le centre Vidéotron. Mais si on invite le monde qui m'haïsse, on va remplir le stade olympique. On fait quoi? Ah, c'est vrai pour tout le monde, ça. C'est ça. Aussitôt que tu as une personnalité publique, normalement, tu as 20 des gens qui t'aiment. Il y a 40 qui s'en sacent, puis les autres n'aiment pas. En plus, c'est dans sa façon de s'exprimer aussi. Tu sais, moi, je me rappelle pendant la pandémie, là, tu sais, moi, d'un côté, là, j'ai une partie de mon entreprise qui aide les gens à perdre du poids, OK? Fait que l'Académie du Keto. Lui, pendant toute la pandémie, là, les grosses, ramassez-vous, les grosses, là, c'est le temps, la COVID. Là, il faisait de la pub. Faut faire une petite pause. Puis au retour, on poursuit cette discussion-là. Donc, les abonnés, on sera de retour après la pause. Les non-abonnés, vous pouvez toujours aller le faire, aller vous abonner ou nous retrouver demain. Avant la pause, on a parlé de grossophobie alors qu'il était question du Doc Mayou, de qui on parle bien sûr en raison de son décès vendredi dernier. Et José, tu nous racontais que ça créait bien des réactions pendant la pandémie quand tu disais les grosses, faites attention à vous autres parce que vous pouvez être malade, là. Ben oui, mais tu sais, lui, il n'était pas dans la grossophobie, mais c'était perçu comme de la grossophobie parce que toutes les études le démontraient que les personnes qui avaient un surplus de poids, bien, qui avaient plus de risques d'avoir des complications en lien avec la COVID. Fait que lui, il disait, c'est vous qu'on devrait protéger, vous devriez rester à la maison. Tu sais, vous vous en souvenez, toute la pandémie, comment on a tout viré fou pendant cette période-là, puis qu'il y avait la peur, puis tout ça. Mais, fait que lui, au lieu de dire, mesdames qui est en surplus de poids, faites attention à votre santé, vous êtes à risque. Bien, lui, c'était les grosses, ramassez-vous, puis c'est le temps. Tu sais, fait que c'est dans sa façon de s'exprimer. C'est ça, il allait directement tout le temps. Qui le détestent, c'est sa façon choc. Lui, là, c'était des punchlines. C'était une machine à faire des punchlines incroyables, puis le message percutant. Mais c'était aussi, lui, quand il provoquait, il créait une réaction. Veux pas, là, tu lis ça ou tu fais entendre, tu dis, voyons donc, fait que t'es porté à lire, t'es porté à te remettre en question. On a entendu plein, Dr Junot le dit, Dr Béliveau le dit, que les personnes en surplus de poids, ils étaient plus en danger. Mais le message passait pas tant. Mais quand Doc Mayou les appelait les grosses, ah ben là, ça passait, là. Régent, j'ai eu une alerte cardiaque en février 2022, en Floride. La deuxième affaire que le docteur me dit, le cardiologue, c'est vous devez perdre une quantité substantielle de poids. Il n'a pas dit, hey, le gros, essaye de maigrir. Il a dit ça poliment. Mais est-ce que c'est pas le personnage radiophonique? Et le doc lui disait, les gros, là, c'est pas bon pour le cœur non plus. Il je revenais pas, là. Non, mais probablement que dans son bureau, il t'aurait parlé juste aussi de surpoids, de faire la même. Penses-tu qu'il aurait dit, il aurait dit à une cliente, là, t'es trop grosse, là, va maigrir? Ah non, mais hey, il me l'a dit. Moi, je m'en allais à la maison, en plus, après avoir soupé. Jean, t'es trop gros. Ben, trop gros. Donc, c'était sa façon d'être. Oui. Direct. Mais il y avait quand même un personnage de radio. Il savait que plus il en mettait, plus ça faisait des bulles. Puis quand ça faisait des bulles, ça faisait de l'écoute. D'ailleurs, les gens...
il disait le mot. En psychanalyse avec Denis, là, en psychanalyse, là, il y avait son dictionnaire à côté. Il y avait Robert, là, pour être sûr que le mot employé, que les deux, on comprenait le même mot. Ah ouais. Tu sais, on va dire de quoi, tu sais, des fois, je parlais d'éléments. Ouais, mais là, il dit, ce que tu veux dire, là, regarde, la définition, là, c'est ça. C'est ça que tu veux dire. Là, je disais, ben non. Bon, ben, ils trouvons le mot. C'est important. C'est la seule façon, lui, là, comment, à part les cas de schizophrénie ou de psychose complète, comment est-ce qu'il soignait le monde en psychanalyse? Par la parole que l'autre dit. Il n'y a pas de. Tu sais, maintenant, tu fais de la diabète. Tu fais une prise de sang, il mesure, whoop, 6,4, diabète. Et en psychanalyse, c'est par le mot. Ouais. Fait que, si tu. En fait, je me demande comment les jeunes de 25 ans et moins vont faire une psychanalyse dans le futur. Ouais. Les Mais puis mots ne savent pas ce que ça veut dire. Mais quand j'ai commencé avec le doc à la radio, là, puis je parle en connaissance de cause. Là. Moi, quand j'ai commencé à la radio, je pesais 235 livres avec. Là, j'ai 85 livres de perdus. Fait que j'étais une grosse à ses côtés. Là. Puis même moi, 235, là, je disais que je faisais de l'embonpoint. Mais à partir du moment que le vrai mot est là, ça résonne bien plus. Fait que je peux comprendre maintenant l'utilisation des vrais mots, que ça peut être puissant. Tu étais venu me voir pour me parler du fameux régime cétogène. Es-tu encore là-dessus? Oui. Ben oui, Ah certainement. Ouais. Bon. Là, je voudrais qu'on parle de l'ami maintenant. Pierre Mailloux, c'était ton ami. Est-ce que, José, tu peux dire que c'était ton ami, c'était ton co-animateur? Avais-tu des liens d'amitié, tu penses? Définirais-tu ça comme ça? À partir du moment où il venait souper chez nous, il venait faire du bateau avec ma famille, il est venu également, quand ma fille a fait son bal définissant, il venait l'avant-balle avec sa conjointe, tout ça. Tu sais, je peux considérer qu'on avait des liens privilégiés, mais je pense que Régent a développé une amitié de longue date avec lui. Moi, j'avais l'occasion de le voir au point de vue personnel et intime peut-être 2-3 fois par année. Là. Comment il était comme ami, Régent? Il était généreux. Denis, tu as interviewé des gens, des présidents, des présidentes, des leaders. Tu les as interviewés à ton émission que moi, je savais qu'il les avait suivis, qu'ils les avaient aidés. Ça m'est arrivé parce que moi, je ne suis jamais caché. J'ai fait une psychanalyse, puis je l'ai dit. À un moment donné, je roulais. Une présidente d'entreprise aujourd'hui, connue. Le téléphone sonne, elle dit, Régent, elle dit, si t'as fait une psychanalyse, j'ai dit, non, je la fais encore, ça fait 2 ans. Elle dit, elle dit, penses-tu qu'il accepterait de me parler? Je dis, ben, je vais l'appeler, puis s'il veut, il va t'envoyer son cellulaire. C'est comme ça. À un moment donné, 2-3 ans après, pas ce qu'on était, je la rencontre. Elle dit, je voulais te dire merci. Hein. Là, tu sais, tu fais pas le lien tout de suite. Merci pourquoi? J'ai écrit un texte, je sais pas. Elle dit, le doc, tu sais, elle dit, je suis allé le voir plusieurs mois, puis ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ça, c'est un cas, ça. Mais moi, j'ai des amis, là. Le gars, il avait des problèmes avec sa belle-fille, puis l'ex, puis à un moment donné, il est allé voir le doc. Le doc l'a écouté, puis à la fin, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas eu besoin d'une psychanalyse. Il dit, mêle-toi donc tes crises d'affaires. Ah, ça prend un doctorat en psychiatrie pour dire ça. Non, mais quand même, c'est vrai. À la radio, c'est ça qui était le succès. Puis les autres médias ne l'aimaient pas. Il a souvent été décrié parce qu'il y avait des grosses codes d'écoute. Hein. C'était énorme, les codes d'écoute. Mais à un moment donné, ces déclarations à l'emporte-pièce ont fait qu'il n'était plus fréquentable. Ils l'ont tous sacré dehors là, parce que le politically correct, mais plus que le politically correct, des fois sur les musulmans, il a dit des choses qui étaient pas mal limites. Là, moi, je l'invitais sur mon plateau, puis ça brassait là, quand il arrivait avec ces affaires-là. Oui, mais encore là, c'est le choix des mots. Les musulmans sont parfaits. Le mouvement islamique, c'est un autre ballgame. Oui, c'est sûr que c'est autre chose. Mais quand même, à un moment donné, il était contre toutes les religions, de toute façon. De toutes les religions. Puis les catholiques, là, ça le faisait. Ils disent, voyons donc, Jésus qui pensait qu'il était le Fils de Dieu, ça tue plus un bel exemple
d'un schizophrène très Eh malade oui. que ça. Puis, Ouais. je veux dire, imagine-toi, toi, la, la, la mangeuse de balustrade qui entend ça, ou bien le mangeur de balustrade, tout ça, Ça a fait partie de nos premières émissions, ça. Est-ce que Jésus est un schizophrène? Puis après ah, ça, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui croient aux tireuses de cartes, aux médiums. Encore une fois, est-ce que vous pensez que ceux qui pensent avoir vu des esprits, c'est des schizophrènes? Lui était convaincu de ça, là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il hey, faisait Jeanne d'Arc, réagir, là. moi, il m'a déjà dit, c'est Jeanne d'Arc qui entendait des voix, tu te rappelles, là, dans ton Ah ouais, histoire. ouais. Je ne sais pas comment tu as une crise de folle. Mais admettez qu'à un moment donné, il est allé très loin dans les médias. Il n'y a plus personne qui voulait l'engager. Vous vous souvenez de ça? Et Ah ouais, moi, mais hey, je voulais décrire ce côté du Doc Mayou que moi, je ne connaissais pas. Parce que je ne peux pas dire que c'était mon ami, mais on s'est vu souvent, puis on a fait des entrevues épiques, là. Des fois, ça brassait solide, mais d'autres fois, ça riait, mais souvent, ça brassait parce qu'il venait se défendre des déclarations un peu pas faciles à défendre. Mais j'ai commencé à prendre son parti quand le Collège des médecins s'est acharné sur lui. Tu sais. Puis Ouais, ouais. l'histoire des mégados, j'ai commencé à lire là-dessus. Puis j'ai commencé à comprendre que ça se faisait en Angleterre. Puis j'ai commencé à comprendre que le fameux Mario Deschênes qui haïssait, là, qui était Ouais, ouais. le Il a perdu huissier. son emploi, d'ailleurs. Ouais, il n'est le plus là, là. syndic Mais du vraiment, il scolaire. l'avait dans le collimateur, puis c'est de l'acharnement de sa part. Et ce que j'ai appris du doc, c'est, je l'ai appelé, tu te souviens, je t'ai appelé, José, quand on a décidé de lancer notre podcast, je voulais savoir comment ça fonctionnait, je t'appelle. J'ai dit, j'aimerais ça parler au doc. J'appelle le doc, puis je lui demande comment ça a été. Puis j'ai dit, je finis en disant, j'aimerais ça que vous veniez. Moi, je vous voyais, hein, même si je l'ai connu, ça fait 20 ans que je le connais. J'aimerais ça que vous veniez 1 heure et demie, là, on va jaser ensemble. Il dit, c'est sûr que je vais y aller, je t'en dois une. Je dis, comment ça, vous m'en devez une? Ben, il dit, tu te souviens, avant le procès de Magnota, il n'y a plus un média qui voulait m'engager. Plus un seul. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Puis moi, ce que j'ai fait, j'ai dit à mes patrons, je prends Doc Mayou, puis j'appelle le Doc Mayou, j'ai dit, Doc, là, vous êtes infréquentable, vous ne pouvez plus aller dans les médias, vous venez à mon show, puis vous me faites l'expert, comme vous avez fait avec Denis Lortie. L'expert, expliquez-nous ce qui se passe dans la tête de ce crackpot-là, là, et comment ça se passe en cours, et pourquoi un Je tel m'en dit ça. rappelle. Bon, tu te souviens? Ben, écoute, on oui. a suivi ça, on a eu des bonnes cas d'écoute tout le temps, puis il n'a pas dérogé, il a fait son psychiatre, il nous a montré ses compétences. Écoute, 3 semaines après, là, les gens m'écrivaient, ben, il est bon, il est bon. Je pense 3, 4 semaines après, il y a une offre du FM 93 qui le réengageait dans les médias parce qu'il était passé, on avait vu le côté psychiatre, le côté professionnel du Doc Mayou, puis il me disait, je t'en remercie encore, puis je t'en suis redevable. Je dis, arrêtez donc. Ouais. En Mais fait, tu sais, je veux ils dire, l'ont il se rappelait testé de à ça. Trois-Rivières. Ils l'ont testé à Ouais, Trois-Rivières. ouais, Il a ouais, mis c'est juste ça. là, Ouais, avec Catherine Godreau. Puis après ça, vu qu'il avait bien fait ça, là, ils l'ont c'est ramené ça, réseau. C'est là exactement. que je suis entrée dans le C'est décor ça. avec lui. Mais tu vois, il s'en Fait que, rappelait, puis il disait, ouais. il était reconnaissant, puis ça m'avait sidéré. Je disais, le gars, il pourrait dire, bon, ben, coudonc, c'est moi qui Ouais. étais bon, puis Mais non, un souvenir que j'ai aussi quand tu l'avais reçu dans ton émission, puis ça a été quelque chose que j'ai eu à délai avec les patrons, etc., puis tout ça. Je sais pas si tu t'en souviens sûrement, à un moment donné, on avait eu une auditrice ou en tout cas, le sujet, c'était sur la violence conjugale. Mhm. Puis lui, il avait dit les femmes qui restent avec leur Ah ouais, agresseur parce qu'ils ont un bénéfice à ça. ouais, je me Et souviens. tabarouette. Mais lui, ce qu'il voulait dire, c'est peut-être qu'elles sont trop vulnérables, peut-être que c'est la maison, peut-être que c'est pour protéger les enfants, peut-être. Mais tu sais, mais la phrase qui avait retenu l'attention, c'est que les femmes violentées restaient là parce qu'elles avaient un bénéfice, dans le Ouais. sens qu'ils aimaient ça se faire frapper. Mais c'était pas ça, pantoute qu'il disait. Tu sais, fait que les phrases étaient chocs, puis les gens ne s'attardaient pas à ce qu'ils voulaient dire. C'est ça. Ça Et pensait moi, faire ça. parce que quand je voyais les commentaires sur Internet des gens qui le décriaient, là, puis qui étaient contents qu'il meure, c'est qu'ils se rappellent 3 ou 4 épisodes de ce genre-là, tu sais, qui ont été mis en exergue après ça dans le journal ou ailleurs. Puis bon, Ouais. c'est ça. Sa vie se résume à 3 ou 4 gogos comme ça, là. Mais Mais moi, ça faisait j'admets. vendre de la copie, ces phrases-là. Là. Ouais. Fait Et que, moi, sa vie, là, on va se résumer, c'est quoi? Une générosité illimitée. Le nombre de mes amis, le nombre de mes connaissances, évidemment, à cause de ma profession et de mon âge, peut annoncer que j'en connais du monde. Hein. Le nombre de personnes qui m'ont demandé, tu penses-tu que le doc pourrait me recevoir?
Denis, t'en reviendrais. Puis José, ça doit être la même chose. Ouais. T'en reviendrais pas. Mm. T'en reviendrais pas. Ça partait d'Ottawa, ça partait de Québec, ça descendait à Trois-Rivières, ça partait de Montréal le samedi, parce que lui, il faisait sa psychanalyse le samedi et le dimanche. Et la plupart du temps, les gens qui ne sont pas psychosés, ou qui ne sont pas comme des, par exemple, en schizophrène ou des maladies mentales là, violentes, mais les gens qui ont le mal-être, Mhm. tu sais, c'est souvent par la psychanalyse qui les faisait progresser. Mais la psychanalyse, là, il y avait le temps de faire ça le samedi et le dimanche. Le samedi, là, ça rentrait 8h, 9h, 10h, 11h. Ça partait de Montréal, d'Ottawa, de Ah ouais. partout. Ben, je te C'est dis, pas avec ma croyant. mère, je suis parti de Québec. J'allais la chercher à Québec, puis je l'ai amené à Trois-Rivières pour qu'il puisse la voir, là. Pour qu'ils puissent l'évaluer. Puis, Mais en terminant, on ah, peut dire que sa faiblesse, c'était justement ce côté provocateur-là. Là. Puis il n'a jamais voulu lever le pied, là. Sauf, justement, quand je l'ai appelé, puis j'ai dit, là, vous le comprenez, le doc, là. Si ça marche pas, là, vous venez à mon show, puis on couvre Magnotta en faisant du show, là, ça ne marchera plus, votre affaire. Puis il m'a pas fait Mais du je vais te show. surprendre, Il mais m'a fait- moi, je dirais que c'est sa force, pas sa faiblesse. Ah oui, c'est sûr. C'est ce que je te dis, c'est que c'est sa caractéristique, sa force qui est devenue hey, Denis, sa faiblesse dans les médias. Dans les médias, ça Ouais. passait plus. Ouais. Mais c'est Denis, pour ça je qu'il y te avait des souhaite- codes d'écoute quand même. je te souhaite autant d'hommages à ta mort que lui en a, là, présentement. Ah ben, Hey. j'en demande pas tant. Non, mais ce que je veux dire, globalement, là, ce que le monde dit, beaucoup, 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 c'est lui, il n'avait pas peur de dire ce qu'il pense. Et c'est pour ça que moi, Or- je l'aimais. C'est pour ça que je l'aimais. Puis, Ben, tu sais, moi aussi. je me Ah, cache pas de tu sais, le dire que c'est un gars que j'appréciais, que j'aimais, parce que j'aime ça, le monde qui dit ce qu'il a à Puis, dire. Le Denis, monde quand il arrivait, bisoune, j'ai de la il avait- misère avec ça. quand il disait, ça devait être la même affaire José, quand il disait Hey Jean, Ah, ben, moi, mes entrevues, Régent, je sais pas si tu te souviens, tu sais, quand je poussais, il disait Denis! Ça, c'était Ça sa voulait façon de dire, dire, Denis, hey, le t'essayes. gnochon, là! t'essayes de m'embarquer, puis t'essayes à toi-même de te faire des accroires. Bon, en tout Moi, il cas, faut que je vous quitte parce que j'ai la woke en chef ce soir, donc ah bon, alors je te souhaite bonne chance, Fourbi tes armes, mais je vais terminer là-dessus de toute façon. On a fait le tour de la question. Ouais. José, juste pour clore la discussion, là, l'image que tu voudrais qu'on retienne du doc, là. Ben, au niveau personnel, là, moi, je suis convaincue qu'elle fait de moi une meilleure mère puis une meilleure animatrice. C'est justement parce qu'il était dans l'authenticité puis parce qu'il disait les vraies affaires, là, au lieu de passer par 8000 chemins. Puis, il a sauvé des vies, Doc Mayou. Ce matin encore, dans le podcast, on avait plein de témoignages. Moi, ce que je retiens, là, c'est que les jeunes qui le regardaient, qui étaient abonnés à nos émissions, vont faire de meilleurs pères et de meilleures mères aussi. Donc, de futurs enfants qui vont peut-être avoir une meilleure chance de devenir des adultes équilibrés. Bon, Régent, es-tu encore là? Peux-tu me faire une conclusion comme ta dernière image Oui. que tu voudrais qu'on ait de lui, là? Oui. Marc Ramsey, qui est le coach d'Arthur Bétervière, il va être là cette semaine-là. Au funérailles, tu veux dire. C'est lui qui l'a demandé, pas pour flasher, parce que lui, Marc, là, c'était dans d'autres, c'était dans les gangs de rue, à Vancouver, à Trois-Rivières, à Québec, à Montréal. Et lui, il dit que la personne qui a sauvé la vie, c'est qu'il écoutait un psy à l'écoute les fins. C'est là qu'il a fait son éducation. Ah ouais. Ah oui, puis c'était écouter les codes d'écoute, c'était à travers leur réseau, là, puis c'était vraiment des codes d'écoute records, souvent records. Ouais. Là. Non, c'était quelque chose. Ben merci à vous deux d'avoir participé à l'émission, d'avoir rendu hommage, Merci. puis d'avoir décortiqué un peu la personnalité de cet être complexe qu'était le Doc Mayou. Merci beaucoup. Bye Merci, bye. Denis. Et puis, nous, on va se quitter là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller vous abonner. Si vous ne l'êtes pas, vous allez sur 9millions.ca. Bye.